Bien, bonjour à tous. J'attends que mes slides s'installent. Pendant ce temps-là, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Christophe Nicole, je suis professeur des universités. Je dirige le laboratoire Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuée, que j'ai fondé aussi. C'est un laboratoire de 70 personnes qui est réparti entre l'Université de Bourgogne et l'Université Technologie de Belfort-Montbéliard. Et on travaille donc sur tout ce qui est, entre guillemets, l'intelligence artificielle hybride, distribuée et éthique. Alors, Alors, je vais vous expliquer pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence artificielle. Donc, je peux commencer rapidement. En fait, François Chollet, qui est l'un de nos plus brillants chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, en 2021 a dit, alors c'est l'inventeur de Keras, qui est la solution de deep learning, des librairies deep learning pour Google, qui travaille chez Google. Et donc, il a dit que l'intelligence artificielle, en fait, c'est juste l'automatisation d'une tâche de réflexion qu'on va confier donc à une machine. Si on réfléchit bien à cette intelligence artificielle, en fait, elle se résume à un ensemble de raisonnements. On va réaliser des raisonnements, et jusqu'à présent, on avait des raisonnements à travers des algorithmes, on a aussi des raisonnements à travers des modèles. L'ambition du laboratoire, c'est de modéliser le mouvement cognitif, celui que fait votre cerveau, à travers justement une articulation numérique de raisonnement. On va voir à travers les exemples que je vais vous présenter tout à l'heure. J'ai pris celui du bâtiment qui est le plus simple pour comprendre en fait la différence qu'il y a entre un raisonnement humain et un raisonnement machine, et puis surtout entre les deux grandes branches de raisonnement sur lesquelles on fait porter l'hybridation, qui sont le modèle connexionniste et les modèles symboliques. Alors, les modèles connexionnistes sont basés sur des approches mathématiques, donc on connaît bien les mathématiciens, ils sont férus de formules, etc. Et leur objectif, c'est d'arriver à construire en fait des corrélations entre des jeux de données, entre des données. Voilà. Est-ce que ces corrélations ont une causalité? Ça pose un problème. On ne sait pas. On va regarder pour ça, en fait, des modèles qui sont, eux, faits par rapport à la connaissance humaine. C'est ces connaissances implicites qui sont contenues dans chacun d'entre nous, pour lesquelles on n'a pas forcément une terminologie pour les expliquer. Ma maman me disait toujours, regarde si le gâteau est cuit dans le four. Je dis, mais comment on sait? Tu vois bien. Voilà, parce qu'elle, elle avait l'habitude, moi je ne l'avais pas, vous voyez, donc c'était un petit peu compliqué. On a exactement la même chose dans la formation. La formation, vous avez une partie de cours théorique, une partie de cours pratique en stage, où vous avez un maître de stage qui vous dit, tu vois bien. Voilà. Et pourquoi on n'a pas la terminologie? Et ça, c'est un des problèmes, la terminologie reste à inventer. Les Inuits, les Esquimaux, ils ont 150 mots pour décrire l'état de la neige. Pourquoi? Parce que c'est leur quotidien. Et puis, c'est une question de survie. Nous, on n'a pas 150 mots pour, quand on va au ski, décrire l'état de la neige. C'est exactement ce qu'on va être en place, enfin, en situation de construire au niveau de ce projet. C'est inventer un vocabulaire qui soit en capacité de modéliser des connaissances biologiques, des connaissances cliniques, un comportement qui soit explicite, à la fois compréhensible par la machine et aussi par l'humain, pour que l'humain et la machine puissent se comprendre, fonctionner non plus sur simplement des corrélations, mais vérifier des causalités, et que ces causalités, par raisonnement, nous permettent de découvrir de nouvelles formes de connaissances. Voilà. Dans mon laboratoire, on a conçu, par exemple, des caméras intelligentes qui, en fait, alors vous savez, quand on dit des caméras intelligentes, ici on a une caméra, l'intelligence se trouve juste derrière. Une caméra intelligente, c'est quoi? C'est une caméra qui est capable, sur une image, de séparer les pixels en disant ça, c'est les pixels qui font partie du bâtiment, ça, c'est les pixels qui font partie d'un être humain. Voilà. Et en fait, on a appris à ces caméras à s'exprimer, à parler. C'est-à-dire qu'en gros, on leur a dit, plutôt que d'envoyer une image à un opérateur humain, pourquoi vous ne raconteriez pas l'histoire? Et c'est ça qui est important, parce que quand on raconte l'histoire, tout d'un coup, on ne transmet plus d'images, donc on est éthique, on est dans le respect de la vie privée des personnes. Ah, génial. Et donc, on va se... François Chollet, pof, 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 intelligence artificielle. Ici, vous voyez, vous avez ma caméra qui est intelligente et qui va fonctionner de deux façons. Un premier niveau d'intelligence artificielle qui est du deep learning, qui va reconnaître que c'est une caméra, qu'elle détecte deux personnes à un instant T et que ces personnes sont représentées par un ensemble de pixels et qu'ils se trouvent dans un espace spécifique. Ce que une autre IA va comprendre, qui est l'IA qui récupère tous les blablas des caméras. Elle va raisonner, elle va dire, bon, en gros, elle est en train de me raconter qu'il y a deux personnes qui sortent de la salle d'expérimentation, qui avancent dans le couloir. Donc, il y a deux personnes de moins dans la salle d'expérimentation et deux personnes de plus dans le couloir. Vous voyez les informations déduites. Bien entendu, vous comprenez beaucoup plus facilement la partie de droite. Et pourtant, c'est du code machine.
Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a appris à cette intelligence artificielle à parler et à s'exprimer avec du code machine. Donc quand on va lui poser une question, ce n'est pas un informaticien qui va lui poser une question, ça va être un biologiste, un chimiste, etc., dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc, si on regarde bien les avantages et les inconvénients des approches, alors on voit que le connexionnisme est capable de percevoir, de discerner. Lorsqu'on va faire une image, une radiographie, on va discerner certaines zones parce qu'on reconnaît, on identifie que dans le comportement de ces zones-là, en fait, il y a peut-être une déviance, etc. Dans le symbolique, on va essayer de comprendre. On comprend que si Jean est le père de Marc et Marc est le père de François, ben, il y a une forte probabilité que François soit le grand-père de Jean. Pourtant, on ne l'a pas dit à la machine. Et on va, dans le connexionnisme, rechercher des relations. Dans le symbolique, on va plutôt modéliser des règles. Et en fait, on se rend compte que cette hybridation et ce laboratoire commun va porter son objectif sur les raisonnements, sur les croyances et sur les vérités. Voilà. Et ça, c'est important, puisque c'est ce qu'on vise dans l'intelligence artificielle et dans notre laboratoire, c'est qu'est-ce qui rend une donnée vraie et qu'est-ce qui fait la valeur de cette donnée par rapport à l'environnement d'exploitation. Donc, corrélation et causalité, on sait que les corrélations ne forment pas causalité, et puis surtout, on se rend bien compte que d'un côté, on va calculer, de l'autre côté, on va plutôt raisonner. On va être vraiment intéressé par cette hybridation, parce qu'elle va transformer, elle va créer les métiers de demain, elle va transformer l'approche, des approches qu'on a jusqu'à présent établies, qu'on pensait établies, comme celle-ci, où là, vous avez une personne qui supervise un ensemble d'activités d'un bâtiment, etc., à travers des écrans. Donc c'est lui qui réfléchit. Il y a une surcharge cognitive, parce qu'il faut qu'il voit si tout le monde rentre au bon endroit. Il y a souvent une perte dans l'hyperespace que représentent ces documents. Et pour pouvoir résoudre ce problème-là, grâce par exemple au système de caméra qui est là, on va être capable de faire une sorte de carte du maraudeur de Harry Potter pour ceux qui l'ont vu, c'est-à-dire je ne fournis qu'une information qui est explicable, donc qui est simple et adéquate par rapport à ce qu'on veut. Ici, on voit qu'il y a 2 personnes qui rentrent par une porte dans la salle des doctorants. Je sais à un instant T que sur le plan de mon bâtiment, j'ai 2 personnes dans la salle des doctorants et personne nulle part. Donc ça me permet de pouvoir compter en temps réel où se trouvent mes personnes, de poser les questions, parce que interroger une image, c'est compliqué, alors que là, interroger un système de raisonnement qui met des mots sur des connaissances, c'est plus facile. Et on va donc pouvoir transformer tout un ensemble de services qui avant n'étaient pas possibles, mais qui permet de dire, tiens, je peux renégocier mon contrat d'entretien des espaces, puisque je me rends compte que certains espaces ne sont utilisés qu'à 10, 15, 20% de leur temps. Je peux transformer le planning, je peux faire des économies, etc. Et ça, on veut l'appliquer donc au domaine du ciblage thérapeutique. On va aller un petit peu plus loin, puisque mes caméras, vous l'avez vu, sont des entités indépendantes d'intelligence artificielle qui ont toutes le même raisonnement, c'est-à-dire transformer des informations d'une image dans un texte. Là, on va travailler sur des systèmes un peu plus complexes, des agents mobiles, qui ont leur propre comportement et leur propre raisonnement et qui doivent collaborer entre eux. Vous savez, on a déjà entendu parler de ça dans les véhicules intelligents. Là, in silico, on va être en capacité de modéliser le comportement d'agents bien différents et de voir comment ils se comportent les uns par rapport aux autres pour voir si on modifie un peu leurs paramètres, est-ce que tout d'un coup il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Au niveau du bâtiment, si je prends cet exemple-là, on va considérer que des personnes forment chacun un agent, des groupes de personnes peuvent s'associer et former un agent. Un étage peut être aussi un agent à l'intérieur du bâtiment, le bâtiment peut lui être un agent dans un espace, etc. Et donc tout ça, on va être en capacité à un moment donné d'avoir un niveau descriptif, le décrire, d'avoir un niveau prédictif en disant tiens, il va se passer ça parce que par simulation, on sait que dans quelques jours ou selon telle contrainte, il va se passer ça, et d'avoir un niveau prescriptif en disant eh bien, s'il se passe ça, voilà comment il faudra agir ou voilà comment anticiper le risque et éviter de tomber dans cette situation de prédiction qui est négative. Dans le ciblage thérapeutique, on va faire la même chose. En fait, on est confronté à quel problème dans ce projet? Et de ce projet, il est simple. On a un ensemble de personnes, vous voyez, ils ne vont pas bien, ils sont un peu jaunes. Ils ont un environnement qui est un environnement biologique et clinique qui est représenté par le rond. Et on a réussi à identifier que malheureusement, ces personnes souffrent d'une maladie qui semble être la même pour tous. Donc on a un groupe de personnes. Et ce qu'on sait, c'est que pour une molécule qui marche très bien, on arrive toujours à, heureusement, soulager une grande majorité, mais il y a des gens, pour une raison qu'on ne connaît pas, encore aujourd'hui, on n'arrive pas à les aider parce que
la molécule ne marche pas. Le terrain biologique dans lequel il se trouve ne fait que la molécule n'arrive pas à donner les mêmes résultats. On ne comprend pas pourquoi. Et c'est là où l'intelligence artificielle va nous aider, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va être en capacité de caractériser ce flot de données grâce à l'infrastructure qui va être mise en place dans cette business unit, caractériser ce flot de données sur les raisons cliniques, biologiques, etc., de la résistance au traitement. Et on va commencer à faire des corrélations et on va confronter à travers la capacité d'exprimer le savoir des spécialistes donc au design au sein d'intelligence artificielle, de potentialiser des causalités et de vraiment tester si ces causalités elles peuvent être prises en charge et transformer un petit peu en fait l'approche biologique, du traitement biologique pardon, du problème du patient. Donc on va avoir ces trois briques que vous retrouvez, que vous avez vues tout à l'heure dans le bâtiment, un niveau descriptif où on va regrouper un ensemble de données, de connaissances, etc. Un ensemble prédictif où on va à la fois avoir des algorithmes de raisonnement artificiel hybride, donc issus de connaissances métiers ou issus d'un calcul sur des données cliniques et des données biologiques. Et puis enfin, on va être en capacité d'édicter en fait des prescriptions qu'on vérifiera in silico, et puis avec un peu de chance, si elles donnent des bons résultats, qui passeront donc in vivo, sur des tests in vivo. L'idée aussi, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est d'analyser le comportement du terrain biologique, c'est-à-dire pas uniquement de regarder le patient, etc., mais au niveau de l'environnement biologique. Imaginons que c'est un bâtiment avec plein d'acteurs qui se promènent, sauf que c'est des cellules, et voir comment ces cellules, elles arrivent à échanger des messages, elles collaborent, des molécules, etc. Et ça, la puissance de calcul qui a été mise en place ici va permettre de le réaliser plus facilement que sur mon PC chez moi. Bien entendu, l'idée, c'est d'être en capacité à un moment donné d'identifier qu'un patient ou deux patients ou plusieurs patients qui souffrent de la même maladie mais qui n'ont pas le même terrain biologique, eh bien, doivent avoir des molécules spécifiques et dans chacun des cas, identifier la molécule qui fonctionne pour l'un et travailler, bien entendu, sur l'identification d'une molécule qui puisse aussi soigner l'autre. Voilà, l'ambition, vous l'avez compris tous, hein, c'est d'arriver à concevoir un système qui permet de construire des médicaments qui ciblent beaucoup plus précisément le besoin thérapeutique des personnes, et donc d'arriver tout le monde à être en pleine forme. Voilà, je vous remercie beaucoup, et je reste à votre disposition si vous avez des questions.